En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs. À commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil,
sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes, semblables à Neptune, pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est à vérifier. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer un corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène.
Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute, et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Wow » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal « Wow ». Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique. Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « Wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal wow était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu ni déformé. Et c'est très intéressant parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'il ne communique pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents. Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois. Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication. Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettaient à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes.
et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de 2 comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des 2 comètes à l'origine du signal ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal WOW. De plus, le signal ne s'est pas répété, il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal WOW. Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radiorapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elles ne durent qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988. Et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars, qui suggère que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargées. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives passionnantes pour la recherche de civilisations avancées au-delà de la Terre. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035. Et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes,
absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes ? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également la voir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse ? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde ? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés,
développer des systèmes de santé. Et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'une seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri E est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7.
À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf, étiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait.
La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments. La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme exoplanète ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice, il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant, elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier. Cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui.
sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète. Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac pourrait y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan, ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche. Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère. Il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie.
Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur KE-18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques.
Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre ? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter. De l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur ? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas ? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules.
Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique.
Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps.